Bien, re-bienvenue Frédéric Ancel, voici une partie de l'équipe et le public. Vous êtes docteur en géopolitique, prof à Sciences Po. Dans votre dernier livre que j'ai ici, vous affirmez la guerre mondiale n'aura pas lieu. Hein? Il vaut encore le titre? Je ne me suis pas trompé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, d'accord. Mais depuis une semaine, la Chine multiplie les démonstrations de force pour façonner un nouvel ordre mondial. Avant de nous dire si la haine anti-occidentale vous inquiète aussi, Paul Gasnier va nous résumer tous les enjeux. L'enjeu, il est simple. Cet événement consacre la surpuissance de la Chine qui devient au moins aussi puissante que les États-Unis. On va juste revenir sur les images du défilé mercredi à Pékin. Alors, ce qui frappe d'abord, évidemment, c'est la beauté de ces images, une splendeur militaire parfaitement chorégraphiée, millimétrée, mais pensée pour afficher la puissance de la Chine à la face du monde. Et en fait, ce défilé, il a conclu 4 jours d'un sommet à Tianjin, une autre ville, un sommet de plusieurs chefs d'État, tous membres d'une organisation avec laquelle il faudra désormais se familiariser. Cette organisation, c'est l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, une alliance créée par la Chine qui se veut être un anti-OTAN. Et on va s'arrêter sur la photo de famille, elle a été prise dimanche, elle dit tout de cette nouvelle alliance. Sont présents des pays qui ont pas mal de contentieux entre eux, mais qui ont tous un point commun, ils dénoncent l'Occident. On a vu le russe Poutine et le chinois Xi Jinping, présent aussi Loukachenko, président de la Biélorussie, allié de Poutine. Mais plus étonnant, l'Indien Narendra Modi, victime des droits de douane de Trump, présent sur la même photo que son ennemi héréditaire, le Pakistan, qui lui est un allié militaire historique de la Chine, sans oublier un Européen, le seul, Robert Fico, président illibéral de la Slovaquie. Et ça, cette photo, c'est le coup de maître de la Chine d'avoir réuni tous ces pays derrière elle par seul désir de contrecarrer l'Occident. C'est leur seul dénominateur commun. Alors, d'où cette question, pourquoi la Chine prend-elle le leadership? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une place à prendre. Et le responsable qui a jeté tous ces pays dans les bras de la Chine, eh ben, c'est lui, Donald Trump, qui tape sur l'OTAN et ses alliés européens depuis des années à la moindre occasion. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. The European has abused the United States for years, and they can't do that. Tout ça, toutes ces déclarations, il y en a des centaines, ça a fracturé l'Occident, ça a renforcé nos adversaires. Et pour finir, je voulais vous montrer une dernière image qui montre qu'en réalité, ce réajustement de l'ordre mondial, il ne date pas de cette semaine. C'est un événement qui est passé relativement inaperçu. C'était en février 2022, 3 semaines à peine avant l'invasion de l'Ukraine. Poutine et Xi Jinping signaient une déclaration commune qui dénonçait l'OTAN et l'influence américaine. Une déclaration qui consacrait l'entrée des relations internationales, je cite, dans une nouvelle ère. Paul parlait de coup de maître. Alors déjà, est-ce que c'est un coup de maître, ce qu'il a fait cette semaine à Tianjin? Et comment qualifier ce qu'on a vu cette semaine? Oui, la scénographie, elle est tout à fait remarquable. Et vous avez employé un terme très intéressant. Et du défilé et du Alors commençons sommet. par le défilé. Vous avez dit à juste titre que c'est archi spectaculaire. Oui. Mais ce n'est que ça. C'est-à-dire que c'est pas très difficile pour une dictature, comme c'est le cas bien évidemment en Chine, contrairement à des déclarations stupides entendues encore il y a quelques jours, d'organiser ce type de scénographie. Je rappelle quand même que dans les années 20 et 30, les pouvoirs à la fois fascistes, nazis et soviétiques le faisaient déjà. C'est pas très très nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça a une signification? Une démonstration de force, vos forces. C'est-à-dire que si j'ai Oui, mais nous aussi, on a une démonstration de force le 14 juillet, on monte nos forces, mais on ne fait pas des. Mais vous suggérez que c'est une armée qui n'est pas très performante, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, on n'en sait strictement rien du tout. Ça, d'accord. C'est une chose de faire défiler au cordeau des soldats, comme on l'a vu, et c'en est une autre de combattre la 7e flotte américaine. Si vous voulez, si jamais Xi Jinping décidait d'utiliser la force militaire, pour le coup, afin d'agrandir son empire, et notamment sur Taïwan, il aurait vraisemblablement très fort à faire. Et je dis ça parce que depuis de très longs siècles, la Chine ne fait pas prioritairement la guerre. Elle projette de l'influence et de la puissance via le commerce, ça on le sait bien évidemment, la diplomatie, via aussi la scénographie, mais pas d'abord sur le plan militaire. Alors ça remonte au tréfonds de la société chinoise. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait jamais la guerre, ça veut dire que les pouvoirs en place, les pouvoirs dynastiques, depuis au moins le grand stratège Sun Tzu, donc on est au 5e siècle, 4e siècle avant l'ère chrétienne, la Chine rechigne à employer d'abord la force militaire. D'ailleurs, quand elle le fait, la dernière fois c'était en 79, contre le Vietnam, ça se passe mal. Donc en fait, ils utilisent tous les autres moyens, y compris des moyens psychologiques. Il s'agit de faire peur à l'adversaire en amont de toute intervention pour, quelque part, le neutraliser. Donc il ne faut pas que ça fonctionne. Je vais vous dire, la Chine est forte de notre faiblesse. C'est ça la réalité. Les images du sommet qu'a montré Paul maintenant, comment qualifier ces images-là
Qu'est-ce que vous voyez là, vous? Alors ça, non, écoutez. Et qu'est-ce qui réunit tous ces pays? Non, mais c'est pas très spectaculaire. Alors, ce qui réunit, c'est la plupart de ces États, c'est la volonté de commercer plus et mieux avec la Chine. Autrement dit, de recevoir, en réalité, de la Chine, notamment, des subsides. Il y a un certain nombre... Rien à voir avec la haine envers nous. Il y a quand même plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui sont alliés militaires de l'Occident et notamment des États-Unis. Tout à l'heure, vous avez évoqué, avec raison, le chef d'État pakistanais. Attendez, il n'est pas allié à la Chine, il est allié aux États-Unis. Bon. Donc on est là sur une photo de famille, une famille extrêmement éparse en quelque sorte, très très peu unie sur quoi que ce soit, sauf que vous avez Ils doivent l'être à un moment donné. Il y a quelque chose qui les unit tous. La Chine propose énormément. Et ils sont d'autant plus unis que Donald Trump dit à peu près n'importe quoi. Et le nord de sa boussole étant le mercantilisme absolu, il pousse notamment Narendra Modi, donc le Premier ministre indien, dans les bras de la Chine. Ou en tout cas, il le pousse sur cette photo. Parce que je rappelle quand même que Modi, lui, là, celui qu'on voit, le chef d'État indien, est techniquement en guerre, l'un des techniquement en guerre au Cachemire, face à la Chine. Il y a 5 ans, plusieurs dizaines de soldats chinois et indiens s'étaient tués dans des rixes. Écoutez, au sein de l'OTAN, qui pour le coup constitue une véritable alliance militaire, c'est simplement inimaginable. Il y a un certain nombre de bras cassés et de charlots sur cette photo, à commencer par les chefs d'État et de gouvernement iraniens. L'Iran vient de se faire écraser par Israël. La Corée du Nord a envoyé 10 000 pauvres soldats qui sont revenus en quelques jours dans des boîtes en bois. Écoutez, des soldats qui avaient été envoyés au front sur le ukrainien. Et Modi, pour ça, n'est pas très sérieux. Alors, c'est à cause des droits de douane de Trump, il en veut à Trump. C'est ça, Narendra Modi, en réalité, donc l'Inde se rapproche considérablement de l'Occident ces dernières années, notamment face à la Chine et par peur de la Chine. Ils achètent les Rafales à la France. Ils achètent à la France, ils achètent beaucoup de matériel à d'autres pays occidentaux, y compris aux États-Unis, à Israël, donc des pays occidentaux. Et là, il s'agit de montrer à Donald Trump qu'on ne la lui fait pas. C'est un bras d'honneur à Donald Trump. Complètement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez montré des images intéressantes de Narendra Modi en train de s'éclater de rire. On ne voit pas tous les jours danser sur une table quand même. C'est quand même pas quelqu'un qui est très prime-sautier. Là, il dit dans une scénographie à laquelle d'ailleurs est accoutumé Donald Trump lui-même, avec ses danses ridicules, qu'il n'accepte pas que la puissance indienne, qui est une puissance montante, qui s'est rapprochée de l'Occident, soit humiliée de cette manière-là. Le fait qu'il tienne la main de Poutine, je crois que c'est tout à l'heure dans 19h30, on a vu l'image où il tient la main de Poutine. De Vladimir Poutine. Oui, alors en l'occurrence, il le tient surtout par le gaz naturel qu'il achète à des prix cassés. D'accord. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on parle d'alliance, mais alors moi je me passerais de tels alliés. La Chine et l'Inde achètent des quantités très importantes de pétrole et de gaz naturel à la Russie dans le cadre d'un partenariat bien compris, mais à des prix tellement cassés que la marge restante pour la Russie, elle est extrêmement faible. Donc partenaire, oui, mais dont sont gagnants les Indiens et les Chinois et certainement pas les Russes. Donc ce sont tous des faux amis ? Alors, vous notez que Xi Jinping parle systématiquement d'amitié éternelle avec la Russie. Il n'a jamais parlé d'alliance. C'est quand même très intéressant. L'amitié éternelle, une amitié, l'ami, vous n'êtes pas forcé de le suivre alors qu'il fait une énorme connerie. S'il se retrouve en prison parce qu'il a fait éternel, quelque chose, le soutient. Oui, mais on signe rien avec. Mais surtout l'éternité, c'est ce que disait Woody Allen, c'est un peu long, surtout vers la fin. Je veux dire, la notion chinoise du temps, elle est extraordinairement différente de la nôtre. L'éternité, pourquoi pas, mais l'amitié, ça signifie que si votre ami a fait une énorme bêtise et qu'il se retrouve, notamment en Ukraine, ça veut dire que vous lui conservez votre amitié exact, et qu'il se débrouille. Et vous aurez noté qu'en 3 ans et demi de guerre russe en Ukraine, il n'y a pas un seul soldat chinois qui soit intervenu aux côtés de camarades russes sur le front. Est-ce que vous savez si on a été invité ? Non, je crois qu'on n'a pas été invité. On n'a pas été invité. Pas invité. L'ambassadeur ou le... Les ambassadeurs ont décliné. Ambassadeur français, ambassadeur allemand. Oui, attention, c'était au rang d'ambassade, mais en réalité, les chefs d'État et de gouvernement occidentaux n'ont pas été invités. Alors, sauf ceux qui effectivement avaient déjà dit qu'ils interviendraient, à savoir 2 États picrocolins de l'Union européenne, auxquels d'ailleurs il faudrait faire comprendre que aimer notre argent, pourquoi pas, mais il faut aussi aimer nos valeurs, parce que sinon, c'est pas la peine de rester au sein de l'Union européenne. On va regarder une carte. D'un côté, les pays réunis cette semaine en Chine, donc à droite, à l'est en rouge. De l'autre, les pays de l'OTAN en rose. Des pays de l'OTAN de plus en plus divisés. Est-ce que cet équilibre peut tenir ? Alors, la Turquie fait partie de l'OTAN.
mais le chef d'État turc se trouvait sur la photo. Ouais, vous voyez, non, mais ça démontre bien que ce n'est pas une alliance militaire. Hein. Ce qu'on appelle le groupe de Shanghai, pour faire court chez les géopolitologues, c'est ce qu'on a vu là sur la photo, ce n'est pas une alliance militaire. Hein. J'insiste, il ne faut pas galvauder les termes. Alors que l'OTAN, dont la santé est quand même un peu fragile par la tête, en quelque sorte, reste quand même une alliance, pour le coup, militaire. Ce n'est pas un équilibre, parce que d'un côté, vous avez quelque chose d'encore d'extrêmement cohérent, je le disais, de l'autre côté, vous avez un patchwork. Donc moi, je pense qu'on n'est pas en train d'entrer dans un monde bipolaire nouveau. Il y a toujours un pôle occidental, certes très fracturé. Alors on verra bien dans 3 ans ce qui se passera si Trump n'est plus au pouvoir. On verra bien, ou si un Trumpien, en tout cas, n'est pas au pouvoir. On verra. On peut très bien assister à un retour de présidents américains, j'allais dire normaux, hein, qu'ils soient républicains ou démocrates. On peut toujours l'espérer en tout cas. Et de l'autre côté, vous avez un ensemble, mais qui sert surtout en fait la Chine, dont la Chine est la seule vraie grande puissance. Et Taïwan, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, l'hypothèse haute, c'est-à-dire catastrophique, ce serait une intervention... Là, pour le coup, on la voit, l'armée chinoise. Oui, ce serait une intervention militaire chinoise à Taïwan. C'est l'hypothèse haute. Je n'y crois pas, au regard des risques extraordinairement élevés, d'échouer. Parce que pour conquérir Taïwan, pour franchir le détroit, donc pour presser la jugulaire commerciale de la Chine, la sienne, sa propre jugulaire, ça serait déjà prendre des risques économiques extrêmement graves. Attaquer Taïwan, sans entrer dans les détails militaires, c'est compliqué. C'est une espèce de grande Corse au sens géographique du terme, donc c'est très compliqué. Réussir à contrôler une population de plus de 25 millions de personnes qui ne vous attend pas en fanfare, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout risquer une guerre avec les États-Unis et leurs alliés dans la région. Ce sont des alliés, pour le coup, sérieux, beaucoup plus sérieux que les gens qu'on a vus sur la photo. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, et on peut aller jusqu'à Singapour et l'Australie. Je veux dire, si Xi Jinping, je réfléchis à 2 fois. Rien ne vous inquiète? Je pense que si on ne dit pas aux Chinois qu'en dépit de... Je ne parle pas de Taïwan, je parle de tout. Hein. Je parle de ce qu'on a vu du sommet, des alliances de l'OCS contre l'OTAN, etc., de notre État à nous. Rien ne vous inquiète? Si on ne dit pas aux Chinois, d'abord qui est le on? Si une Europe de la défense qui serait dirigée, en tout cas qui serait menée dans un premier temps par le seul tandem de puissance possible, c'est-à-dire le franco-britannique. Sur étagère, pour l'instant, on n'a que 2 puissances globales. Hein. Je parle de l'ensemble grand européen, pas de l'Union européenne. Bon. Si l'Europe ne s'affiche pas comme une Europe puissance, c'est-à-dire si on ne dissuade pas à terme des puissances impérialistes, aujourd'hui c'est vrai de la Russie, c'est vrai de la Chine, c'est vrai de la Turquie et d'autres, que nous ne plaisanterons pas avec, par exemple, l'occupation ou l'investissement militaire d'un certain nombre de nos possessions, notamment maritimes, puisque la France a le 2e domaine maritime au monde. Si on ne le fait pas, alors oui, je pense qu'on a de quoi s'inquiéter. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Hein, moi, je suis de ceux qui considèrent que le pacifisme est le pire ennemi de la paix, tandis que la dissuasion, la crédibilité dissuasive en est le meilleur ami. Et on ne parle pas de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Vers où ils vont aller, eux? Oui, c'est intéressant. Sur la photo, Xi Jinping fait toujours le malin en jouant le parangon des pays du tiers-monde et du Sud. Et là, ils n'étaient pas très nombreux. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une alliance, c'est une amitié, un partenariat asiatique. En réalité, pour l'instant, les 54 États du continent africain, qui comptent déjà presque un quart de la population mondiale et bientôt un tiers, donc 54 États, ça représente, tenez-vous bien, 2% du commerce mondial. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et sur le plan militaire, c'est tout à fait picrocolin. Alors il y a des États qui montent en puissance, le Maroc évidemment, le Rwanda à certains égards, d'autres États. Mais l'Afrique du Sud, non, l'Afrique du Sud décline par rapport à... Il y a 20 ans, 25% du PIB de l'ensemble de l'Afrique était détenu par l'Afrique du Sud. On est tombé à 15%. Alors vous avez des pays relativement émergents, j'en ai cité 2, mais ça reste picrocolin au regard des objectifs de puissance chinoise. Merci Frédéric Ancel, je rappelle votre dernier livre qui est ici, La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est chez Odile Jacob. Et je signale aussi les rencontres géopolitiques de Trouville, c'est le festival que vous organisez et c'est du 19 au 21 septembre, c'est dans 10 jours. Absolument. C'est ça? C'est